Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui je reçois Clément Bautier qui est premier assistant costume. Bonjour Clément et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors bonjour, merci pour cette invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser ton métier ? Donc le poste de premier assistant, c'est un poste de l'équipe costume. Donc je travaille directement en lien avec la créatrice costume qui est choisie par le réalisateur et la production. Donc c'est la créatrice ou le créateur costume qui m'appelle pour la seconder. Donc ça démarre en fait dès la pré-prépa, c'est-à-dire que la créatrice costume reçoit un scénario, lit le scénario et décide ou non de faire le film. Une fois qu'elle a décidé de faire le film, elle cherche un premier assistant ou une première assistante pour l'aider à construire le projet. Donc je reçois le scénario et à partir de là, on a plusieurs choses à construire ensemble. La première chose, c'est de construire un budget qu'on doit envoyer à la production. Donc on construit ce budget en pensant toute la partie préparatoire du film et toute la partie tournage. Et ensuite on conçoit aussi l'équipe, donc de quelle équipe on a besoin pour pouvoir assurer la création des costumes de ce film. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la pré-prépa. Ensuite on envoie le budget qui a été conçu au directeur de production, et à partir de là, c'est la prépa à proprement parler qui commence, c'est-à-dire qu'on monte une équipe et on travaille sur tous les costumes qui vont être visibles à l'écran, que ce soit pour les rôles, ou les silhouettes, ou les figurants. Donc après, il y a alors plusieurs méthodes de travail, tout dépend encore une fois du film et de l'échelle du film. Moi, j'ai plutôt tendance à travailler pour les films d'époque. Donc les films d'époque sous-entendent fabrication des costumes, en tout cas pour les rôles, alors que pour les films contemporains, il y a plus rarement des ateliers qui sont montés et des costumes qui sont fabriqués, c'est-à-dire qui sont coupés, cousus et montés sur mesure pour les rôles. Alors donc pour l'époque, on a ce travail-là, donc on monte une équipe, donc cette équipe elle est constituée d'un atelier homme, d'un atelier femme, et on a aussi une équipe figuration. Alors cette équipe figuration, elle peut être différente selon le projet, c'est-à-dire que la plupart du temps, les costumes de figuration, on les trouve chez des loueurs, donc c'est des fournisseurs qui ont des stocks costumes par époque et qui permettent de nourrir les équipes costumes et d'habiller tous les figurants. Il arrive parfois qu'on ne trouve pas des costumes spécifiques, ce qui arrive particulièrement pour les uniformes. Et dans ces cas-là, il faut également mettre en place ce qu'on appelle des séries. Donc ça peut arriver qu'on ait aussi des équipes d'ateliers qui s'occupent de concevoir des séries et de faire fabriquer les séries. Dans ces cas-là, c'est plutôt à l'extérieur en général que ça se passe. Donc il y a cette équipe-là qui peut se rajouter. Et sinon, c'est une équipe qui fait les stocks, c'est-à-dire qui va chez les loueurs et qui rassemble tous les costumes dont on a besoin pour nos figurants. Ensuite, il y a une autre équipe qui est une équipe qu'on appelle la teinture patine. C'est généralement une petite équipe qui est en charge de travailler sur les couleurs et les effets de patine, c'est-à-dire les effets de vieillissement des costumes, selon les personnages, la psychologie des personnages, ou ce qui peut arriver aux personnages pendant l'histoire. Donc c'est une équipe de 1 à 3 personnes généralement qui vieillissent et teignent, colorent ou parfois impriment, ennoblissent les costumes pour apporter une vie supplémentaire aux costumes qui ont été fabriqués. Et ensuite, il y a l'équipe rôle, habillage rôle. Donc, c'est effectivement concevoir une équipe de 1 à 2, parfois 3 ou 4 personnes qui vont être en charge de l'habillage des rôles et de la continuité des costumes pendant le tournage. Donc il s'agit de constituer toute cette équipe et de les faire démarrer à des temps définis pour pouvoir être en mesure, au premier jour de tournage, de démarrer le tournage avec tous les costumes nécessaires pour le film. Il arrive parfois que les prépas et le tournage se chevauchent, exactement. Et dans ce cas-là, ça c'est plutôt quand c'est des plus gros projets.
Dans ces cas-là, effectivement, il y a ces deux équipes qui se rencontrent. Ok. Et pour toi, du coup, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires pour ton métier? Alors, donc pour la partie costume d'époque, ce qui me semble important, c'est de connaître tous les métiers de l'équipe costume et avoir un peu une connaissance du fonctionnement d'un coupeur, d'une monteuse, d'une habilleuse, pour pouvoir accompagner à la fois l'équipe, mais aussi être capable de la penser en amont pour pas qu'il y ait des soucis de temps, que les calculs de temps, le nombre de personnes dans l'équipe soient justes et que tout fonctionne sans précipitation. Et sur les connaissances aussi, il y a des connaissances un peu liées à, je sais pas, au costume, justement sur les époques, juste tu vas connaître l'histoire un peu entre guillemets. Oui, tout à fait, effectivement. Donc la partie connaissance historique est intéressante. Alors, elle est de plus en plus importante parce qu'on a malheureusement moins le temps de faire toutes les recherches historiques. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe aussi au moment de la pré-prépa, c'est-à-dire que la créatrice costume, elle doit définir une ligne artistique en fonction des souhaits du réalisateur. Cette ligne artistique, ça peut prendre la forme de dessins, de maquettes ou de moodboard, d'images, de références qu'elle présente au réalisateur pour chaque rôle et pour chaque tableau important du film. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle la recherche iconographique. Ça, c'est quelque chose qu'on fait ensemble avec la créatrice de costume. Donc ça nous arrive parfois d'aller dans les musées, d'aller dans les bibliothèques, de chercher, d'avoir des informations pour être au plus juste à la fois de la réalité historique, mais en même temps, on n'est pas sur un documentaire fiction. C'est aussi lié à des souhaits de réalisateur et à une dramaturgie. Donc c'est une balance entre les souhaits du réalisateur, une réalité historique, et puis bien entendu aussi les comédiens, parce qu'effectivement il y a toute la partie comédiens, parce qu'on est en lien avec les comédiens dès la pré-prépa, on les reçoit dans un premier temps pour prendre des mesures et pour définir avec eux des silhouettes. Donc effectivement, selon un comédien, on va ajuster une coupe d'époque, on ne va pas privilégier la coupe historique par rapport à la silhouette du comédien. Donc effectivement, il y a tout un travail à faire avec le comédien, le réalisateur et notre recherche iconographique. Et pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le domaine du cinéma en général et ensuite plus particulièrement vers ce métier? Alors, je ne suis pas arrivé tout de suite dans le cinéma. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été passionné par le théâtre, par la littérature. Donc j'ai été vraiment attiré par le théâtre et par le costume de théâtre. J'ai eu envie de faire du costume de théâtre. Donc après un bac L Histoire de l'art, je suis allé dans une formation de costume qui était plutôt axée théâtre, danse et spectacle vivant, où j'ai appris justement à fabriquer des costumes historiques pour le théâtre. Et durant cette formation, on a eu des stages à faire et j'ai fait un stage, j'ai eu l'opportunité de faire un stage sur un plateau pour un film d'époque, un film qui s'appelait L'autre du Mas de Safin Ebou. Et donc j'ai été dans un atelier à la confection. Alors en l'occurrence, j'étais à la figuration, je faisais les retouches de figuration. Et j'ai pas été passionné par ces métiers de couture, disons. Donc j'ai pris une autre direction, je suis allé aux Arts Déco de Paris, avec l'envie de faire un peu plus de conception artistique. Et j'ai fait un premier choix étonnant, je suis allé en cinéma d'animation pour faire du cinéma d'animation. Donc ça a été un peu mon premier lien avec le cinéma, dans le sens où on a appris à écrire des scénarios, on a appris à animer des images. Et c'était pas fait pour moi, pour une histoire de rythme. Moi, j'ai l'impression que c'est une histoire de sens du rythme que je n'ai pas du tout. Donc j'ai vraiment quitté cette idée de faire du cinéma d'animation. Et je suis allé en textile pour apprendre à fabriquer les tissus, fabriquer les motifs, concevoir les gammes de couleurs. Et tout ça me semblait essentiel. Et surtout, j'ai eu envie de travailler d'un point de vue environnemental, de questionner la fabrication des textiles d'un point de vue environnemental. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime encore et qui est au cœur de mon métier du costume. Et à la sortie de mes études, on m'a demandé de venir sur une équipe costume, l'équipe du film Valérian,
C'était Olivier Berriot qui était le créateur costume de ce film. Et en fait, ils avaient des problématiques très techniques de fabrication de teinture qu'ils n'arrivaient pas du tout à mettre en place. Et donc, je suis venu pour résoudre ces soucis techniques de teinture. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé par là. J'ai fait de la teinture patine dans le cinéma. Voilà. Et c'est bien après que je suis arrivé à ce poste d'assistanat, toujours par le lien de la teinture patine. Voilà. D'accord. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que tu sais s'il y a un cursus spécifique qui existe pour la partie costume dans le cinéma? Non, il n'y a pas de formation spécifique pour le costume de cinéma. Il y a beaucoup de formations pour le costume de scène. Il y a de très bonnes écoles. Hein. Il y a l'ENSAT, qui est une école où on apprend à la fois la coupe et le montage. Il y a une formation coupe-montage et il y a une formation conception des costumes. Donc c'est vraiment un peu la seule formation où on apprend à créer les costumes, à concevoir les costumes, et c'est plutôt pour le théâtre. Après, ce qui nous mène au cinéma, c'est vraiment les premiers stages et ensuite les premières expériences professionnelles. Et souvent, quand on démarre dans le cinéma ou dans le théâtre, ensuite on continue dans cette voie. Donc là, effectivement, moi j'ai eu cette première expérience sur Valérian, et ensuite ça s'est jamais arrêté, c'est-à-dire que les films se sont enchaînés. Et du coup, tu as commencé ta carrière en tant que costumier teinture et patine, comme tu en parlais tout à l'heure, avant d'être premier assistant costume. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux métiers, la différence et ton évolution professionnelle aussi, justement? Alors la différence, elle est hyper importante, dans le sens où la teinture patine, c'est un métier qui, la plupart du temps, n'est occupé que pendant la prépa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la partie pré-prépa dont j'ai parlé avant, c'est uniquement sur la partie prépa. Donc c'est au moment où l'atelier se monte et le travail consiste à aider la créatrice costume dans les gammes de couleurs. Alors il ne s'agit pas de créer les gammes de couleurs avec elle, mais plutôt de faire en sorte que les couleurs soient les bonnes sur les supports choisis donc les supports, les tissus choisis pour monter les costumes, pour créer les costumes. Donc il y a un travail en amont, avant même la coupe et la couture du costume, le montage du costume, qui consiste à teindre les tissus pour avoir les bonnes couleurs directement dans les tissus, parce que c'est rare qu'on trouve le tissu qui nous plaise, avec la bonne texture, la bonne matière, qui va correspondre aux souhaits qu'on souhaite, aux tombées, au rendu à l'image. Donc il y a beaucoup de travail de teinture qui est effectué sur les tissus avant le montage. Donc voilà, ça c'est une première étape qui est assez importante, surtout en époque. Donc on passe beaucoup de temps à teindre des métrages et des métrages de tissus. Sur Valérian, par exemple, je crois que j'ai teint plusieurs milliers de mètres de tissus pour les uniformes militaires, pour les rôles, pour la figuration, pour tous les costumes. Donc on passe beaucoup de temps à faire ces bains de couleurs pour obtenir la bonne couleur qui va marcher à l'écran. Et ensuite, il y a un travail qui peut être soit un travail d'ennoblissement, donc ça c'est un peu plus rare, c'est sur des projets où on a le temps, et on aime ces projets-là quand on fait de la teinture patine, donc qui consiste à concevoir des motifs et à les imprimer sur les costumes pour avoir un rendu particulier et spécifique, notamment sur les costumes d'époque. Je pense aux gilets 18e d'hommes, où ça nous arrive régulièrement de venir imprimer, de venir peindre des costumes pour avoir les motifs qui correspondent à ce qui se faisait à l'époque, parce que c'est effectivement ces tissus imprimés ou tissus brodés, on les trouve plus du tout dans le commerce. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment passionnante et intéressante. Et ensuite, il y a la dernière étape, et qui est très intéressante, c'est la partie patine. La partie patine, elle consiste à vieillir les costumes selon le personnage. Donc ça nous arrive d'avoir des personnages très variés. J'ai travaillé sur des films de guerre où effectivement j'avais des soldats qui étaient perdus dans la jungle depuis des mois, donc il fallait avec un seul costume, donc il fallait que ces costumes qui sortaient de l'atelier et qui avaient l'air neufs traduisent ce temps passé dans la jungle. Donc c'est vraiment un travail de vieillissement, d'usure, voilà. Donc c'est à la fois, c'est pas que de la saleté, c'est aussi on ramollit le tissu, on donne l'impression que le costume a été porté et reporté. Donc ça, on passe beaucoup de temps là-dessus, sur tous les costumes, sur tous les accessoires, les chapeaux, les bijoux. Il y a des problématiques aussi d'écran, donc on travaille. Il y a un moment qui est très important quand on est à la teinture patine, c'est les essais filmés. Les essais filmés, c'est souvent 1 à 2 journées qui sont faits avec le chef-op, le réalisateur et les comédiens, où on passe les costumes à l'écran pour voir ce que ça donne et pour voir si ça marchait.
ça va marcher. Et alors là, il y a beaucoup d'interventions après ces essais filmés par le teinturier patineur, parce que ça arrive que des costumes soient trop blancs, que des blancs soient trop blancs, et donc ça marche pas parce que c'est trop éclatant à l'écran, donc il faut casser les blancs, ou alors que la patine n'est pas suffisamment présente, donc il faut patiner à nouveau, voilà. Ou des éléments de métaux, je pense aux boutons, aux boucles de ceinture qui sont trop métalliques, trop brillantes, donc là effectivement on est là pour casser ces brillances. Tout ça c'est le travail du teinturier patineur. Et après il y a, alors ça c'est malheureusement plus rare, il y a aussi un travail sur le plateau pour le teinturier patineur, qui est plutôt un travail de patine, qui consiste à patiner les costumes. Alors c'est rarement les costumes des rôles, c'est souvent les costumes des figurants. Donc je pense, effectivement, je reprends l'exemple des scènes de guerre. Sur Astérix, sur le dernier Astérix qu'on a fait, on avait des centaines et des centaines de figurants en costume militaire, en armure, qui étaient censés se battre, qui étaient censés avoir marché des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est créer des effets de poussière, des effets de transpiration, des effets de vie. Et ça, c'est des effets qui sont faits sur des costumes de location. Donc c'est des effets de vieillissement qui sont censés être provisoires, qu'on doit pouvoir enlever pour rendre le costume en état. Donc c'est un travail qu'on fait uniquement sur plateau. Donc on est souvent une équipe, surtout quand on a des grosses figurations, et on va avec des produits, des terres, des savons, créer des effets de poussière, de salissure, de vieillissement, de transpiration, voilà. Donc tous ces effets-là, c'est le seul moment où on est sur le plateau en teinture patine. Voilà, donc ça c'est un peu pour ce métier que j'ai fait pendant plusieurs années, et c'est ce métier-là qui m'a amené justement au travail d'assistanat sur le film d'Astérix, parce que contrairement à d'habitude où mes équipes elles étaient de 1 à 3 personnes, et ben là c'était tellement énorme que j'avais 14-15 personnes dans mon équipe qui travaillaient à la fois donc, sur les teintures et les patines dont je viens de parler, mais également sur la fabrication des armures, parce que le travail du cuir, c'est un travail qui est souvent fait aussi dans l'atelier de teinture patine. Donc la conception et la fabrication des armures en cuir et en métal, les bijoux, les chapeaux, tout ça a été fait dans cette équipe, et il fallait vraiment que tout soit piloté. Donc c'est ma première expérience d'assistanat, mais c'est un travail d'assistanat qui n'est pas celui que je vous ai décrit avant, qui est plutôt assister la créatrice, mais sur un atelier qui d'habitude est petit, et là est tellement conséquent qu'on a besoin de quelqu'un pour le piloter. Donc c'est ce qui s'est passé sur Astérix, effectivement, où j'ai travaillé, où j'ai imaginé cette équipe et travaillé avec cette équipe, et j'étais le lien direct avec la créatrice costume pour toutes ces fabrications. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé au métier de premier assistant. Et ensuite, par la suite, Madeleine m'a proposé donc Madeleine Fontaine, créatrice costume, m'a proposé de l'assister sur d'autres projets en tant que premier assistant, donc de façon plus globale, mais sur des projets qui étaient plus petits qu'Astérix, parce qu'Astérix, on a été jusqu'à 90 au costume, ce qui est énorme. Donc il y avait plusieurs assistants, il y avait une créatrice costume, une costume supervisor et plusieurs assistants qui étaient là pour accompagner Madeleine. Et jusqu'à 90 personnes, c'est-à-dire il y a quoi? Il y a des costumiers, des habilleurs? Alors, il y a la créatrice costume, une personne en charge du budget, parce que là c'est un budget qui est tellement conséquent que c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour suivre le budget. Donc voilà, on était 2 assistants, une assistante et un assistant, une assistante qui était plus en lien avec les rôles, qui était plus le travail dont je vous ai parlé avant. Moi, pour la partie déco-costume, il y avait une personne qui était en charge de la recherche des tissus, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de fabrication qu'il fallait que quelqu'un parcourt la France et l'Europe pour chercher des tissus qui correspondent à ce dont on avait besoin pour être capable de faire des costumes pour Astérix. Donc bien évidemment, il y avait les rôles qu'on connaît bien de la BD, mais il y avait une grande nouveauté, c'était la Chine. Donc la Chine, en 50 avant Jésus-Christ, c'est bien évidemment des tissus qu'on a du mal à trouver, donc il faut retravailler, refabriquer. Voilà, donc il y avait une personne pour ça. Il y avait une personne qui gérait la fabrication des costumes hommes, une personne qui gérait la fabrication des costumes femmes, une personne qui gérait la fabrication des séries, parce que là, pour le coup, c'est le cas, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y avait beaucoup de séries de costumes de figuration qu'il a fallu qu'on fabrique, parce qu'elles n'existaient pas chez les loueurs. Et ensuite, toutes ces équipes avaient plein de personnes qui travaillaient avec elles pour monter les costumes. Donc là, alors il y a l'assistante coupe qui aide donc la chef d'atelier qui a concevoir la coupe des costumes, et ensuite il y a tous ceux qui vont monter les costumes à partir de ce qui a été conçu
par la chef d'atelier. Donc la chef d'atelier, ce qu'elle fait, en fait, elle fait un patron. À l'homme, généralement, on travaille plutôt à plat, et à la femme, on travaille... c'est comme de la sculpture sur mannequin. On va définir une coupe selon les souhaits de la créatrice costume. On fait cette première esquisse, on l'a fait sur une toile, on appelle ça une toile, c'est un tissu basique qui nous permet de définir la silhouette du personnage. Et à partir de là, on va couper dans le bon tissu et ça va être monté. Et ça, c'est monté par plein de personnes à l'atelier, plein de mains très expérimentées qui sont capables à la main de monter, de coudre les costumes, parfois de les broder, de faire des points. Voilà. Parce que tout se voit à l'écran. Donc c'est vraiment la différence avec le théâtre. Donc effectivement, on est capable de percevoir un point qui a été fait à la main et non pas à la machine. Et en l'occurrence, sur un film comme Astérix, on est en 50 avant Jésus-Christ, donc la machine à coudre, ça n'existe pas. Donc il faut qu'on sente ce travail à la main. Donc c'est beaucoup de temps. Donc là, oui, je pense qu'il y avait 40 ou 50 personnes. Il y a eu un atelier aussi, gros ventre. Donc c'était un atelier qui faisait seulement les faux ventres des comédiens qu'on avait besoin, Obélix, par exemple. Donc voilà, pendant des mois et des mois, ils ont travaillé, ils ont sculpté ces gros ventres dans un matériau qui était suffisamment léger et suffisamment agréable pour le comédien. Voilà, c'est des ateliers. En fait, selon le film, il peut y avoir plus ou moins d'équipes très précises. Là, typiquement, Tout gros ventre, c'est ultra spécifique. C'est très spécifique. Il y avait une personne dans mon équipe qui faisait les bijoux. Donc elle passait beaucoup de temps pour faire les bijoux de Cléopâtre et de l'impératrice et de la princesse. Donc là, c'est un travail d'orfèvre où il y avait du sertissage de perles, de la soudure, de pièces métalliques, voilà, pour faire du perlage. Donc c'est des perles qui étaient brodées pour des bijoux entièrement perlés pour Cléopâtre, voilà. Des bijoux de cheveux pour la princesse et l'impératrice. Voilà, tout ça, c'est énormément de rôles. Et puis il y a aussi une partie de l'équipe qui est très importante, c'est la régie costume. Donc on a un régisseur costume toujours dans notre équipe qui fait pas partie de la régie générale, qui est vraiment affilié à l'équipe costume et qui est en charge de monter l'atelier, de faire en sorte que il y a tout ce qu'il faut pour l'atelier, la location des machines, donc les machines à coudre, et qui va gérer aussi tout le transport des costumes pendant le tournage. Donc c'est une grosse logistique, la gestion des costumes, transporter les costumes rôles, transporter les costumes de figuration, bien les séparer, être capable de les amener dans les loges, de monter une loge pour les comédiens, monter une loge pour les figurants. Voilà, donc ça, c'est un poste très important et très intéressant, c'est le poste de régisseur costume. Généralement, il est tout seul, mais quand on est sur des films comme Astérix ou Valérian, là, ils peuvent être jusqu'à 4, 5 régisseurs costumes pilotés par un régisseur. Voilà. Donc il y a ça. Puis après, bien sûr, on en oublie toujours, mais il y a des modistes qui vont faire les chapeaux, il y a des bottiers qui vont faire les chaussures, il y a plein de métiers du costume. Et quand on fait de l'époque et qu'on fabrique, c'est super parce que ces métiers, ils sont à l'atelier, ils fabriquent pour le film, donc c'est passionnant. Tout à l'heure, tu nous parlais des produits que tu avais besoin d'appliquer quand tu faisais de la patine, etc. Et aussi du fait que tu apportais une expertise environnementale. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, merci de rebondir là-dessus parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc effectivement, durant mes études aux Arts Déco, je me suis concentré dans mes recherches sur le design environnemental, c'est-à-dire comment concevoir de façon environnementale des textiles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi et qui m'anime encore aujourd'hui, parce que effectivement, il faut imaginer que le cinéma, c'est une industrie qui n'est pas très propre, qui pollue, qui crée énormément de déchets pour un produit visuel et non pas pour un produit physique. Donc derrière, il y a plein de choses qui restent après un film. Et donc c'est très important de penser à ça dès la pré-prépa, de se dire qu'est-ce qu'on va produire physiquement aux costumes. Donc bien sûr on produit des costumes, on utilise des tissus, mais on crée des déchets. Et pour transformer ces costumes, je parlais tout à l'heure de la teinture patine, on va utiliser des produits. La plupart du temps ce sont des produits chimiques qui sont pas très propres d'un point de vue environnemental. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai eu tout de suite envie de faire en tant que teinture patine, c'est d'écarter tous les produits nocifs pour l'environnement, mais aussi pour la santé des comédiens, pour la santé de ceux qui les manipulent. Et donc j'ai amené des produits qui étaient plus naturels et des produits à base de plantes.
Donc ce sont des couleurs qu'on obtient à partir des plantes, qui vont servir de teinture, mais qui vont aussi servir de pigments, qui vont servir à imprimer, à faire des motifs, qui vont servir aussi à vieillir les costumes. Donc j'ai passé énormément de temps à travailler sur des recettes propres à base de plantes, et qui en plus avaient un intérêt pour le costume d'époque, c'est-à-dire que c'était des produits qui étaient utilisés à cette époque, parce que effectivement, quand on pense aux vêtements du XVIIe, XVIIIe, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, tous les vêtements étaient colorés et teints avec des plantes. Donc moi, c'est aussi l'intérêt de travailler avec ces produits qui sont plus propres environnementalement, c'est qu'ils ont un intérêt aussi historique. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à ça, et ça a été très progressif, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé d'un coup sur Valérian, je n'ai pas travaillé avec ces produits. C'était tout l'inverse, on était sur un film de science-fiction, on n'était que sur des matières synthétiques, non, pas du tout. Mais dès ce projet-là, j'ai essayé de faire attention aux bains que j'utilisais, aux produits que j'utilisais, de ne pas les jeter, d'essayer de les recycler, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a animé. Et ensuite, j'ai rencontré Madeleine Fontaine, créatrice costume, qui, elle, a tout de suite été très intéressée par ces colorants naturels issus de plantes et d'animaux, d'insectes. Parce qu'ils ont des particularités chromatiques aussi, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment à l'écran. Donc ça, ça a été super, mais c'est une autre mise en œuvre, c'est-à-dire que c'est remettre en question totalement l'approche du teinturier patineur, et à la fois dans le temps, mais aussi dans la manière de travailler. Donc on a commencé avec un premier film, un film anglais qui s'appelle Aid for Silver, où on a fait une première série de costumes en naturel pour les rôles. Et ça a super bien marché, ça a bien marché à l'écran, ça a bien marché dans le rendu. Et donc, film après film, avec Madeleine, on a rajouté ces pratiques pour arriver sur Astérix à un film entièrement travaillé avec des colorants naturels et des colorants sourcés. J'ai aussi travaillé sur la question de l'eau et la gestion de l'eau, parce qu'en teinture patine, on utilise énormément d'eau. Donc on a fait des systèmes de récupération d'eau de pluie qu'on a mis en place dans les studios où on travaillait pour teindre avec ces eaux de pluie. Donc on travaillait avec des colorants naturels, donc c'est-à-dire que l'eau, ensuite on pouvait la reverser sans problème dans la nature. On a travaillé aussi sur la question des bains, garder les bains le plus longtemps possible. Alors c'est une mise en œuvre compliquée, parce que du coup on se retrouve avec des bassines partout dans tout l'atelier, mais ça permet de garder l'eau, de comprendre que tout était précieux. Après, il y a des choses qui peuvent être mises en place aussi sur le tournage. Il y a quelque chose de terrible dans le costume, c'est les housses en plastique qui sont utilisées pour protéger les costumes. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, on utilise des quantités astronomiques de housses en plastique qui sont à la fin du tournage jetées. C'est des sacs entiers de housses en plastique. Donc maintenant, il y a des entreprises qui commencent à faire des housses en tissu pour transporter les costumes, et qui sont loués de la même manière que les costumes. Voilà, donc c'est des mises en œuvre aussi intéressantes. Voilà, tout ça, c'est quelque chose de très important pour moi, de travailler sur cette problématique environnementale. On a une grande chance, par contre, contrairement à la déco, au costume, c'est que nous, tout ce qu'on fabrique, les costumes, ça prend pas une place si importante. C'est-à-dire qu'à la déco, ils peuvent pas garder des décors, je pense sur Astérix, aux portes de palais. C'est pas des choses qu'on peut stocker chez des loueurs, c'est tellement important que c'est pas envisageable. Donc eux, ils ont un vrai travail de démontage et de conception. Nous, au costume, en tout cas surtout en époque, les costumes, ils sont précieux, c'est-à-dire que les loueurs sont ravis, donc ils les rachètent. Donc ça nous permet aussi de ne pas avoir... On n'a aucun déchet costume, il n'y a aucun costume qu'on va jeter à la poubelle. Ça, c'est super. Donc on revend les costumes aux loueurs, et ça va renourrir les stocks des loueurs. Voilà, tout ça, c'est des démarches qui sont hyper importantes et auxquelles je tiens. Voilà. Et qui sont plus faciles à mettre en place maintenant que je suis premier assistant. Parce que vu que je suis là dès l'après-prépa, c'est-à-dire que je peux le concevoir dès le devis, de dire bon bah là, on va être attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on produit. Ouais, pour ça c'est cool, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de déchets dans le costume, justement c'était une de mes questions, savoir si tout ce que vous faisiez après ça allait à la poubelle ou c'était revendu. Bon, bah, c'est pas mal que ça puisse être racheté par les loueurs en effet pour d'autres films d'époque potentiellement. Après, c'est une autre problématique dans le contemporain. Peut-être que vous pourrez en parler si vous recevez des costumiers qui travaillent dans le contemporain, parce que c'est des costumes qui sont achetés et souvent l'achat du costume contemporain coûte moins cher que la location.
Donc les loueurs costumes ont très peu de stock contemporain, même si avec les demandes qu'on a des boîtes de production où on nous dit on n'a plus le choix, maintenant il faut qu'on fasse attention, les loueurs commencent à avoir des petits stocks contemporains. Mais il faut accepter qu'à la location, ça coûte un peu plus cher qu'à l'achat quand on achète ça dans la grande distribution, dans les magasins comme H&M ou C&A, où un t-shirt vaut 3 euros, 4 euros, 5 euros. Voilà, mais parce qu'il a été produit dans des conditions terribles. Voilà. Donc dans le contemporain, c'est un peu moins facile à mettre en place. Et tout à l'heure, tu parlais des accessoires comme les bijoux, etc. Mhm. Du coup, jusqu'où va le costume en fait? Alors, c'est une bonne question. Donc, tout ce qui est porté par le comédien, c'est à la charge des costumes, sauf les armes. Mais par contre, le système qui permet d'accrocher l'arme sur le costume, c'est du costume. Donc les holsters, c'est du costume. Par contre, le pistolet, c'est pas du costume, c'est de l'accessoire. Voilà. Donc ça va tout ce qui est porté par le comédien. Les sacs, s'ils sont portés par les comédiens, type les sacs à main, les sacs en bandoulière, ça c'est du costume. Par contre, les valises, c'est pas du costume, c'est de l'accessoire. Ok, c'est assez précis. Ouais, c'est précis. Et pareil, du coup, tout ce qui va toucher au visage, je suppose que c'est le maquillage, enfin, sauf peut-être les bijoux, enfin, les boucles d'oreilles, etc. Exactement, le maquillage coiffure, donc il y a un chef maquilleur, un chef coiffure. Alors ça c'est très spécifique à la France. En Angleterre et aux États-Unis, le créateur costume, l'équipe maquillage et l'équipe costume fait partie de l'équipe costume. C'est-à-dire que la créatrice costume pilote aussi le maquillage coiffure. En France, c'est des chefs à part qui sont en charge de leur département et qui travaillent directement avec le réalisateur pour concevoir les maquillages et les coiffures des comédiens et des figurants. Et moi, je suis en lien aussi beaucoup avec l'équipe maquillage coiffure parce qu'on a une vraie problématique dont on n'a pas encore parlé, c'est au moment du tournage, il faut habiller les comédiens et les figurants en un temps donné. C'est le temps qu'on appelle de prépa avant le tournage. On a parfois 1 heure, parfois 2 heures. Voilà, c'est rare qu'on aille au-delà de 2 heures. Donc il faut qu'on soit capable en 2 heures ou 1 heure de livrer tous les figurants et tous les comédiens à l'heure sur le plateau pour être prêts à tourner au PAT, donc le moment où ça commence à tourner. Donc il faut qu'on soit capable de concevoir l'équipe nécessaire pour livrer à l'heure les comédiens et les figurants. Donc forcément, comme les comédiens et les figurants passent sans arrêt du maquillage à la coiffure, à l'habillage, et ben forcément il faut qu'on conçoive ce temps de préparation avec les habilleurs, avec les coiffeurs et avec les maquilleurs. Est-ce que tu trouves que ton métier, il a changé entre tes débuts sur Valérian et maintenant? Alors j'ai pas le même recul que mes collègues qui travaillent depuis 30 ou 40 ans et qui vous diront que ça a énormément changé, mais moi je l'ai vu changer avec l'arrivée des plateformes, bien sûr. Parce que effectivement on produit plus et plus vite, donc il faut être capable de produire plus vite, et c'est vrai, c'est particulièrement le cas quand on produit des séries, quand on travaille sur des séries. Là ça va très très vite, il y a des changements qui peuvent arriver du jour au lendemain, il faut être capable de réagir, et ça c'est compliqué, et surtout quand on fait de l'époque. Parce que, enfin je dis ça, mes collègues dans le contemporain diront que c'est la même chose. C'est vrai, effectivement, être capable du jour au lendemain de tout changer, de tout bouleverser, c'est un travail qui est énorme, donc c'est beaucoup plus de temps passé. Ça va beaucoup plus vite, globalement ça va beaucoup plus vite. Mais j'ai pas 30 ans ou 40 ans de recul. Par contre, mais malgré tout, j'ai quand même vu la différence où de moins en moins la créatrice costume est présente sur le plateau. Avant, la créatrice costume était présente quasiment tout le temps sur le plateau. Là, maintenant, quand on y arrive dans le budget, on fait en sorte que la créatrice ou le créateur costume soit présent sur les scènes importantes, les scènes où il va y avoir beaucoup de figurants, beaucoup de rôles, ou la première semaine de tournage. Voilà. Maintenant, c'est dur d'arriver à mettre ça dans le budget. Donc c'est vrai que je suis de plus en plus seul sur le plateau, pour gérer le plateau. Dans ces cas-là, effectivement, c'est moi qui pilote le plateau. Voilà, ça c'est un peu la différence que j'ai notée. Et sinon, au niveau du budget, est-ce que tu trouves que le budget il est de moins en moins mis dans les costumes, ou est-ce que ça reste quand même assez équitable par rapport à d'autres équipes?
Effectivement, de toute façon, historiquement, le costume, ça n'a jamais été un budget très important. C'est vrai, quand on regarde les vieux films, même, c'était quasiment pas un budget. Il y a plein de réalisateurs, je pense aux réalisateurs de la Nouvelle Vague, quand on regarde les créateurs costumes, c'était leur conjointe, en fait, c'était leur femme, quoi, qui était là pour faire les costumes, pour gérer les costumes. Donc, c'était pas vraiment un métier. Donc, c'est vrai que historiquement, les métiers du costume, c'est naturellement un métier qui est dévalorisé dans les salaires, qui est un métier de femme, donc dévalorisé dans les salaires. Et c'est vrai qu'on se bat pour ça, pour faire changer ça. Il y a des associations. Moi, je suis membre d'une association de costumes qui s'appelle l'AFCA, qui est une association de costumiers du cinéma. On essaie de se battre pour que les salaires du costume, du département costume, soient pas sous-valorisés comme ils le sont depuis toujours. Donc on essaie de se battre pour ça. De la même manière que dans les grilles de salaire, il y a très peu de métiers du costume qui sont représentés. Là, je vous ai parlé de plein de postes. Les modistes, ceux qui font les bijoux, tous ces postes-là n'existent pas dans les grilles de salaire. Voilà, donc effectivement, c'est en ce sens-là, oui, c'est un secteur qui est dévalorisé. Alors après, d'un projet à l'autre, c'est tellement différent. Il peut y avoir des budgets costumes dans le contemporain qui sont à 8 000, 10 000 euros et des budgets costumes dans l'époque, des gros budgets qui sont à plusieurs millions d'euros. Donc c'est tellement différent que c'est dur à dire. Mais oui, de toute façon, c'est sûr que les budgets baissent et que, quel que soit le projet, on a toujours la sensation de ne pas avoir assez. Mais en même temps, c'est intéressant aussi de se dire que, voilà, d'être capable de faire des films avec un budget donné. Pour revenir un peu sur ta filmographie, tu as travaillé sur des films d'époque comme le long métrage Délicieux d'Éric Bénard, là dernièrement La Passion de Dodin Bouffant de Han Hung Tran, mais également sur des projets beaucoup plus contemporains comme Big Bug de Jean-Pierre Jeunet ou encore Aline de Valérie Lemercier. Comment est-ce que tu abordes des projets qui sont si différents et est-ce qu'il est plus difficile de travailler sur un film d'époque ou un film contemporain ? Alors c'est vrai que d'un projet à l'autre, c'est très différent. En l'occurrence, vous avez cité Big Bug. Donc Big Bug, j'étais à la teinture patine. En fait, c'est pas vraiment un film contemporain, c'est un film d'anticipation. Et du coup, tous les costumes ont été fabriqués à l'atelier de la même manière qu'un film d'époque. Et c'était assez intéressant. C'est de la même manière que pour Valérian, on est sur des films qui ont l'air contemporains, mais qui sont en fait des films dans le futur, c'est des films d'anticipation. Donc rien n'est acheté, tout est fabriqué. Donc là, les approches sont exactement les mêmes que dans le contemporain, que dans l'époque, pardon. Après, pour Délicieux, donc là, Délicieux, effectivement, c'était un film 18e, un film populaire. C'est intéressant parce que c'est une approche très différente quand on travaille dans un milieu populaire ou dans un milieu bourgeois ou noble. Effectivement, dans le milieu bourgeois, il va y avoir moins de patine, moins d'effets de vie. Voilà. Et ça va être des textiles plus précieux. Voilà. Après, du contemporain en assistanat, j'en ai pas fait. Donc, je pourrais pas vous dire. Et d'ailleurs, c'est rare dans le contemporain que ce poste existe. Souvent, il y a un chef costumier et une assistante qui, en fait, finalement, est costumier. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Après, oui, en fait, les approches sont différentes d'un projet à l'autre. Aline, par exemple, c'est pareil, c'est un film qui démarre. Alors là, c'est pareil, j'étais en teinture patine, donc j'étais un peu moins à l'origine du projet, mais qui démarre dans les années 60 ou 70. Donc il y a un peu d'époque et qui termine aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, c'est un film qui est à cheval sur la partie contemporaine et la partie d'époque. Et pareil, Aline, c'était un gros projet. Donc tout était fabriqué, même les films d'époque, même les costumes contemporains. Et à l'inverse, tu as aussi travaillé sur des films où il y a beaucoup de personnages avec des costumes très distinctifs et parfois assez complexes, comme typiquement dans Astérix Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, ou dans Valérian et la des Mille Planètes de Luc Besson. Est-ce que la préparation est différente sur ce genre de très grosse production ? Oui, alors le point commun entre Valérian et Astérix, c'est des films qui sont tirés de bandes dessinées. Donc pour la partie bande dessinée, les costumes, en fait, ils sont déjà définis, ils sont déjà dessinés. Donc là, sur tous les personnages existants dans la bande dessinée, on est tenu de respecter la ligne définie par la bande dessinée. Par exemple, sur Astérix, Hachette, ils sont présents tout le long de la préparation. Ils viennent vérifier que les costumes qui sont conçus par la créatrice costume et montés par les ateliers correspondent à la ligne dessinée dans la bande dessinée. Donc ça, effectivement, typiquement sur Astérix, la marge de manœuvre était
pas du tout la même entre ces costumes, donc je pense aux personnages d'Astérix, d'Obélix, de tous les Gaulois, voilà. Là, c'était très défini, il fallait respecter la ligne de conduite. En même temps, il fallait que ça fonctionne avec le comédien, avec la silhouette du comédien, mais on n'avait pas le choix. Par contre, sur toute la partie des rôles chinois, donc la princesse, l'impératrice, ses armées, les conseillers, là, la marge était c'était beaucoup plus libre pour la créatrice costume de définir ce qu'elle souhaitait. Donc là, elle a pu faire des vraies recherches historiques. Il y a eu un travail passionnant qui a été fait dans les musées, voilà, pour trouver et définir une ligne qui n'était pas présente dans la bande dessinée. Donc là, effectivement, la marge est beaucoup plus importante. Après, c'est surtout les volumes qui sont dans ces films-là qui sont impressionnants. C'est-à-dire qu'on se retrouve à fabriquer des centaines et des centaines de costumes. Donc quand on démarre, on se dit toujours, mais comment on va faire pour produire autant de costumes? Et en fait, les équipes sont tellement importantes que finalement, j'ai tendance à dire que sur ces gros projets, la machine, elle roule un peu mieux, parce qu'on est tellement nombreux qu'on arrive à absorber ce travail qui est énorme. Sur les petits projets, vous parliez tout à l'heure des films d'Éric Bénard, on est beaucoup moins nombreux au costume. Donc il y a quelque chose de très, très challengeant dans le... Voilà, voilà. On a moins de costumes, mais forcément, du coup, quand on a moins de costumes aussi, ils sont plus visibles à l'écran. Quand on a 2 ou 3 costumes à l'écran ou 150, et forcément, notre œil ne s'arrête plus sur les costumes. Donc c'est un vrai challenge sur ces films de prendre le temps de rentrer dans les détails. Voilà. Et justement, pour typiquement Astérix et Obélix, donc quand on dit que Hachette était très présent pour les Gaulois, mais du coup il y a plus de liberté sur les costumes pour la partie chinoise. Du coup, qui décide et valide les costumes? Parce que je suppose que peut-être que le créateur ou la créatrice costume, elle apporte son expertise, mais est-ce qu'après c'est le réalisateur qui tranche directement? Comment ça se passe? Tout à fait, effectivement, il y a un travail qui est fait entre la créatrice costume et la réalisatrice ou le réalisateur. C'est un vrai binôme qui se crée entre les deux. Il y a des propositions qui sont faites par la créatrice costume et ensuite qui sont validées, validées ou pas, par le réalisateur et la réalisatrice. Il faut que ça serve l'image. Et puis après, bien sûr, il y a la production qui a son œil là-dessus, parce que c'est la production qui investit. Donc ça arrive aussi que la production apporte son œil et dise là ça marche, ou là moi je trouve que ça marche pas. Donc il faut être capable de travailler avec effectivement le réalisateur. Mais de toute façon, c'est toujours pour servir le propos du réalisateur. Et il ne faut pas oublier, nous, c'est vraiment un truc qui est très spécifique au costume, c'est qu'on est vraiment proche des comédiens. On est en lien avec les comédiens. Donc les comédiens ont un œil sur leur silhouette, c'est normal. Quand un comédien va essayer un costume, il faut qu'il se sente bien pour son rôle, qu'il soit capable d'imaginer son rôle. On sert le comédien, on est là pour ça, pour que ça fonctionne, pour que un comédien qui rentre sur un plateau habillé en costume, c'est pas du tout la même chose qu'un comédien habillé avec ses vêtements de tous les jours. Donc on est là pour ça. Et ce travail d'essayage, c'est plusieurs essayages. Il faut dire, quand on fabrique des costumes, on a jusqu'à 4-5 essayages. C'est des essayages qui durent parfois 3 ou 4 heures. Donc on peut passer 4 heures avec le comédien pour définir jusqu'au chapeau, jusqu'aux bijoux, jusqu'aux gants, jusqu'au sac. Il faut que... Voilà, et puis c'est des accessoires de jeu aussi, les costumes. C'est-à-dire qu'ils vont jouer avec, ils vont mettre les mains dans les poches, donc concevoir des poches qui sont bien placées pour que le comédien puisse mettre les mains dans les poches et se sente bien, et la bonne allure. Et c'est très important. Nous, on peut passer une demi-heure sur le positionnement des poches et se dire, est-ce qu'on ne le met pas 10 cm plus haut ou 10 cm plus bas? Ça paraît... on se dit, mais pourquoi passer tant ce temps-là? Mais parce qu'en fait, derrière, pendant 8 semaines, le comédien, il va mettre les mains dans les poches. Et l'allure qu'il aura en mettant la main dans les poches, si c'est sur le ventre ou un peu plus bas, c'est pas la même chose. Donc il faut être capable de travailler ça. Et c'est passionnant. C'est vraiment ce rapport avec les comédiens qui est passionnant. Ok, parce que du coup, les comédiens ou les comédiennes, ils peuvent avoir un avis sur leur costume. Oui, bien sûr. Ils ont toujours un avis sur leur costume. C'est-à-dire que... Ouais, du coup, ça rentre pas en contradiction. Ça va être compliqué d'avoir à la fois comédien, réalisateur, production, qui ouais, peuvent bien sûr être contradictoires, quoi. Oui, c'est pas. Voilà. Bon, après, c'est rare quand personne n'est d'accord. J'ai rarement eu ce cas de figure où on a un son de cloche pour un comédien, un son de cloche pour un réalisateur et un son de cloche pour un producteur. Non, c'est pas ça. Mais ça, en tout cas, alors déjà,
Quand je vous dis qu'on a 4 ou 5 essayages, les premiers essayages, c'est quelque chose d'assez confidentiel. C'est quelque chose qu'on va faire vraiment avec les comédiens. Au tout début, quand on essaie des toiles, donc ces fameux brouillons, ce qu'on pourrait appeler des brouillons, les réalisateurs, ils sont pas là. C'est vraiment sur les derniers essayages que commencent à venir les réalisateurs, que voilà, au moment où le comédien est confiant dans son costume, où ça marche, ben là effectivement le réalisateur, même s'il reçoit des images régulièrement, et puis il a ces images d'inspiration, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la fin, le réalisateur, et il découvre pas un projet, non. Mais par contre, voilà, c'est un travail qui se fait progressivement. Déjà, on a un lien à créer avec les comédiens, il faut que ça fonctionne avec les comédiens, et une fois que ça fonctionne, et ben, c'est plus facile ensuite de faire valider la production et les réalisateurs. Tout à l'heure, tu disais que tu es appelé en pré-production. Du coup, à quel moment tu es appelé vraiment est-ce que c'est quand le film il est écrit, au moment où il y a le budget, où on sait qu'il va être produit, et qui t'appelle pareil du coup? Alors c'est toujours le créateur ou la créatrice costume qui m'appelle, parce que c'est cette personne qui décide avec qui il a envie de travailler, ou elle a envie de travailler. Donc les cas de figure sont différents. Parfois, le film est lancé. Voilà, sur le dernier projet que j'ai eu, c'était une série en l'occurrence, la créatrice costume avait été choisie, ça avait été validé, et il y avait même un budget qui avait été défini par le directeur de production. Et moi je suis arrivé là et on m'a dit, bah voilà, tiens, prends les scénarios, lis les scénarios, fais ce qu'on appelle le dépouillement. Donc le dépouillement, donc ça c'est vraiment en charge du premier assistant. Ça consiste à lire le scénario et à définir le nombre de costumes dont on a besoin pour chaque rôle et pour chaque figurant. À partir du scénario, il faut qu'on soit capable de dire, bah voilà, dans ce scénario, mon premier rôle, il va avoir 15 costumes, 20 costumes, 25 costumes. Chaque costume, il va falloir les fabriquer. Une veste, ça va prendre tant de temps et ça va nécessiter de temps de costumier. Voilà, et ça, c'est mon rôle. Et là, à partir de ce dépouillement, je vais être capable de faire le budget. Dans le cas que j'ai cité où on m'a donné un budget, et ben c'est compliqué parce que en fait, le dire de prod a imaginé une enveloppe et c'est rare quand mon budget correspond parfaitement à cette enveloppe. Donc là ensuite rentrent ces moments de négociation, c'est-à-dire dire bah voilà, bon, bah, mon budget il est 20% au-dessus. Ça m'est jamais arrivé qu'il soit 20% en dessous, mais il est 20% au-dessus. Bon, 20% au-dessus, ça peut aller. S'il est 50% ou 60% au-dessus, ce qui peut m'arriver aussi, là c'est plus compliqué. Parce que les budgets des dires de prod, ils sont fermés. Donc c'est des vases communicants. C'est-à-dire que si nous on demande, je sais pas, 40 000, 50 000 euros de plus, ou 100 000 euros de plus, il faut qu'ils soient capables d'aller les prélever ailleurs. Et donc on sait que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, c'est ce moment-là où il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Et généralement, tant qu'on n'est pas d'accord, on ne lance pas un atelier. Donc voilà, c'est ce travail. Et moi, ce travail me passionne. Et ensuite, derrière, il y a un travail qui est à faire avec la mise en scène. C'est-à-dire, voilà, dans le scénario, je lis ça. Je sais pas, par exemple, je lis qu'il y a 150 costumes militaires. On me dit que c'est des gendarmes. Ben moi, des gendarmes, j'en ai pas dans mes stocks. On me dit j'ai besoin de 150 gendarmes, j'en ai pas. Par contre, dans mon stock, j'ai 150 policiers. Ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, je dis bon, voilà, mise en scène, moi, dans mes stocks, j'ai 150 policiers. Ils sont disponibles à la location. Ça coûte beaucoup moins cher que de les fabriquer. Par contre, j'ai pas 150 gendarmes. Si toi, tu tiens absolument à ce que ce soit 150 gendarmes, il faut les fabriquer. Et donc là, il va y avoir des échanges qui vont se passer entre la production et la mise en scène. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde les gendarmes? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ou est-ce qu'on passe à des policiers? Bon, c'est des petits changements d'écriture, mais ça arrive. Ah, mais c'est un petit changement d'écriture qui peut faire gagner du coup pas mal d'argent. Qui peut faire gagner pas mal d'argent. Enfin, économiser du coup. Voilà. Après, parfois aussi, il y a des choses qui sont écrites par des scénaristes qui ne connaissent pas le costume. Les créateurs costumes vous direz ça très bien, c'est arrivé qu'on lise des scénarios où il y a écrit dans un film 18e que tel comédien remonte sa fermeture éclair. Bah, au 18e, les fermetures éclair, ça n'existe pas. Donc c'est assez drôle, mais on peut avoir aussi un petit œil sur l'écriture en disant bon, là, je ne suis pas tout à fait sûr de ton histoire de fermeture éclair. Et c'est intéressant. Ou sur un film, on m'a parlé de police montée. Ça n'existait pas encore la police montée à cette époque, donc on a changé. C'était des gendarmes à cheval. Voilà. Ce travail-là est très intéressant. Donc on travaille avec la mise en scène, et puis ensuite on va travailler aussi sur le nombre, parce que dans un scénario, il n'y a jamais le nombre de figurants défini. On va parler d'une scène de bal et on va se dire bon, bah, combien il y a de figurants dans cette scène de bal. Est-ce qu'il y a 100 personnes? Est-ce qu'il y a 250 personnes? Est-ce qu'il y a 500 personnes? Et bah, ça, c'est pas
ça coûte pas la même chose. Et ce nombre de personnes, c'est défini par le premier assistant mise en scène. C'est lui qui fait son dépouillement et qui dit, bon, voilà, pour telle scène, j'ai besoin de 150 ou 250 personnes. Mais c'est aussi en lien avec le choix de décor qui a été fait par le repéreur et qui a été fait par le chef déco. C'est-à-dire que si dans ma salle de bal, 150 personnes, c'est ridicule, ça a l'air complètement vide, eux, ils vont demander 300 personnes. Voilà. Et donc on se renvoie un peu tous la balle entre la mise en scène, la déco, la production, pour essayer de trouver la meilleure formule. Et l'objectif, alors bien sûr qu'il y a un objectif financier, mais notre objectif principal à tous, que ce soit le dire de prod, le chef déco, la mise en scène, les costumes, c'est que ça marche à l'image, c'est que ce soit payant à l'image. Donc il faut être capable de travailler en équipe et intelligemment en équipe. Et après, il y a un travail aussi avec quelqu'un de très important, c'est la script. Parce que la script, elle est en charge de la continuité. C'est-à-dire que si un film, il se passe sur 24 heures ou s'il se passe sur 6 mois, on n'a pas besoin du même nombre de costumes. Alors, on est capable de se faire notre continuité. C'est-à-dire que moi, quand je fais mon dépouillement, je me dis, ça doit se passer à peu près en 15 jours, 3 semaines et tout ça. Mais il y a des fois où on ne sait pas. Si c'est la veille, si c'est le lendemain, si c'est passé 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et ça, c'est la script qui définit ça. Et donc, il faut qu'on travaille avec cette script et avec la continuité de la script. C'est très important. Parce que derrière, ça va avoir aussi un impact sur la question des raccords. Parce qu'un film n'est jamais tourné dans l'ordre. Donc, il ne faut pas qu'on se plante sur les costumes. C'est-à-dire que si le lundi, on tourne une scène et que la suite de cette scène, c'est le vendredi, il faut être capable d'avoir remis le même costume pour pas qu'on ait des erreurs de continuité. Donc ça, il y a un gros travail à faire. C'est un travail que je fais, moi, au moment de mon dépouillement, et que je vais faire avec mes habilleurs et habilleuses. C'est-à-dire qu'on va avoir un dépouillement costume et une continuité costume pour être sûr qu'on tourne et que tout soit raccord. Je vous dis un costume, effectivement, c'est rare qu'on se trompe de costume, mais ça peut arriver qu'il y ait des faux raccords sur une bague, sur des boucles d'oreilles, et quand on passe sans arrêt d'une scène à l'autre, qu'on est dans la continuité et que tout d'un coup il n'y a plus que la boucle d'oreille, ça peut être un peu perturbant. Nous, on le voit tout de suite au costume. Voilà, donc on a ce travail-là à faire avec les habilleurs et avec la script, être sûr de respecter la continuité. Ouais, de la même manière, le nombre de costumes, il dépend de cette continuité. Si ça se passe sur 6 mois ou si ça se passe sur 24 heures, on n'a pas besoin du même nombre de costumes. Voilà. Et tout ça, ça a un impact sur le budget. Oui, forcément, le nombre de costumes, il a un impact direct. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant du nombre de costumes, pour un seul personnage, typiquement, combien il va avoir de costumes en général C'est très varié, c'est très varié. Je vous parlais de ce film de guerre que j'ai fait qui s'appelle Les Derniers Hommes, qui va sortir au printemps. C'est l'histoire d'une troupe française qui est dans la jungle au Vietnam au moment de la guerre d'Indochine et qui est poursuivie par des Japonais qui s'enfuient et qui essaient de rejoindre la frontière pour pouvoir être rapatriés. Bon, là, en l'occurrence, tous nos comédiens ont un seul costume. C'est une continuité, ils ne se changent pas. Par contre, c'est un film qui dure 8 mois, donc ils ont un seul costume, mais moi, je ne dis pas dans 8 semaines. En 8 semaines de tournage, j'ai pas un seul costume. Donc c'est-à-dire qu'on fait on multiplie les costumes. Donc on va avoir 5 ou 6 fois le même costume. Ça arrive très régulièrement. Alors on peut avoir 5 ou 6 fois le même costume pour des histoires de confort et être sûr que le costume résiste, mais on peut avoir aussi 5 fois le costume avec des états de vieillissement et de patine différents. Pour être sûr qu'au tout début, le costume il est plutôt en bon état et à la fin, il est en lambeaux. Donc on va avoir 5 variantes de ce costume avec des états de vieillissement différents. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est à travailler. Parce que dès qu'il y a des multiples, qui dit multiple dit fabrication. Ok, mais justement, typiquement, en parlant du vieillissement, c'est pas plus avantageux d'avoir moins de costumes, mais du coup de les vieillir en direct, un peu comme ce que vous faites avec les figurants, les faire sur le plateau directement. Alors le truc, c'est que ce vieillissement provisoire qu'on fait sur le plateau, c'est un vieillissement qui fonctionne parce qu'on n'est jamais plein pot sur le figurant. Sur les rôles, on est sans arrêt sur le rôle. Donc il faut que notre vieillissement, il est forcément un peu définitif sur nos rôles. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on ne tourne jamais dans la continuité. Donc on peut avoir besoin ensuite du costume neuf. C'est-à-dire qu'on va commencer, on va tourner avec le costume neuf, ou même 6 mois après, c'est-à-dire qu'on peut terminer le film sur le plan de travail, le dernier jour de tournage, en fait c'est le premier jour dans la continuité, donc on a besoin de ce costume. Donc c'est pour ça qu'on a des multiples. Donc c'est à nous, en fonction du plan de travail, de ce qui a été défini par les enseignants, de dire il nous faut 1 costume, 2 costumes, 3 costumes, 4 costumes, 5 costumes. En France, c'est rare quand on va au-delà de 5 costumes, mais je sais que par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, quand il y a des gros budgets, parfois il y a des comédiens qui ont 10, 11 fois, 12 fois le même costume, ce qui est énorme. Et du coup, dans tous les cas, est-ce que les comédiens principaux, ils ont de toute façon au minimum, je
sais pas, 2 costumes, histoire d'en avoir un de secours. Oui, il y a toujours des costumes de secours. Après, en fait, c'est jamais des costumes de secours, c'est-à-dire que ça nous arrive jamais d'avoir un costume qui ne tourne pas, parce que tout s'est bien passé. Généralement, quand on prévoit un double ou un triple, on sait qu'on va s'en servir, et on s'en sert toujours. Et ça nous permet aussi de la même manière, alors je vous parlais du cas des vieillissements, mais ça nous arrive aussi que, prenons l'exemple d'un film qui se passe sur une continuité en une seule journée. Ça veut dire qu'en 8 semaines de tournage, on va tourner la même journée euh, de continuité. Notre costume, il n'est pas dans le même état le premier jour de tournage et le dernier jour de tournage. Et ça marche pas dans la continuité. On ne peut pas se retrouver avec un film qui est complètement usé à la fin alors qu'on raconte une seule journée. Donc dans ces cas-là, on a 5 ou 6 costumes pour pouvoir tourner. Donc un jour on va mettre le costume 1, le lendemain on va mettre le costume 2, voilà. Et ce qui nous permet d'avoir un costume qui, au lieu de tourner 50 jours ou 60 jours, va en tourner 20 jours. Et donc ça va nous permettre de garder le même état de costume. Donc ça peut être aussi une raison de la multiplication, pour s'assurer qu'à l'écran, on ne voit pas le costume vieillir. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi? Alors, aussi bien en tournage qu'en prépa et voire en pré-prépa. Alors, ça, en fait, ça change tout le long. En pré-prépa, je fais du budget, donc je suis beaucoup derrière mon ordinateur. Je suis avec le scénario. Je passe beaucoup de temps avec le scénario derrière l'ordinateur. Ensuite, on a cette partie dont je parlais tout à l'heure, qui est la partie de la recherche iconographique. C'est une partie qu'on adore faire avec le créateur et la créatrice costume, c'est à trouver les bonnes images. Là, par exemple, avec Madeleine, on a fait un film qui va sortir en décembre, qui est le film de Vincent Pérez, qui raconte une histoire d'escrime au 19e siècle. Une affaire d'honneur, ce film s'appelle. Dans cette histoire, on s'est retrouvé à devoir chercher des costumes du 19e siècle d'escrime. Moi, avant ce film, je m'étais jamais posé la question de comment étaient des costumes d'escrime au 19e siècle. On s'est mis en lien avec le musée des costumes du sport, des musées du sport à Nice, où ils ont dans leur réserve des costumes de cette époque. Ils nous ont envoyé des photos, on a travaillé avec eux, et c'était passionnant de découvrir ça. Comment étaient fabriquées des chaussures d'escrime au 19e siècle. On ne savait pas. Donc cette partie-là est passionnante. Donc on fait des recherches sur Internet, des recherches dans la bibliothèque. On passe des heures à regarder des vidéos d'archives de l'INA. On passe des heures à aller dans les musées. C'est génial. Bon, ça, malheureusement, on ne peut pas mettre sur un budget 3 semaines de travail uniquement de recherche iconographique. Donc c'est un truc qu'on arrive à glisser au milieu des temps de dépouillement et des temps de budget. Donc ça, c'est la partie pré-prépa. Ensuite, il y a la partie atelier. Alors là, la partie atelier, c'est génial parce que on a toutes les personnes qui fabriquent. Et il faut être en mesure de fournir les personnes qui fabriquent en matière première. Donc moi, je passe beaucoup de temps à aller chercher des tissus, à acheter des tissus, à trouver les tissus et à faire en sorte que tous les gens de l'atelier aient du travail quand ils sont là. Donc c'est un vrai travail qui est fait. Donc Après, on passe beaucoup de temps aussi aux essayages. Donc on reçoit tous les comédiens, les essayages. Donc je vous dis qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la prise de mesure, parce qu'on fait des costumes sur mesure. Donc on prend toutes les mesures du comédien. Ensuite, on fait les toiles. Donc les toiles, c'est les brouillons. Donc dans le tissu qui n'est pas le tissu des costumes. Et ensuite, il y a jusqu'à 2 ou 3 essayages avec le bon tissu. Donc le costume, voilà, pour être sûr que ce soit exactement en mesure du comédien. Donc on essaye, on valide. Et ça, ces moments-là sont très précieux. Il y a donc là, ce que je vous disais, c'est la gestion de l'atelier. En prépa aussi, on a du temps qu'on passe pas mal avec la mise en scène. Premier assistant mise en scène, deuxième assistant mise en scène, pour être sûr qu'on ait tout ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas de surprise. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un dépouillement, ils font un dépouillement costume, un dépouillement maquillage, un dépouillement... voilà. Ils ont un dépouillement pour chaque département, ils l'envoient dans chaque département pour être sûr qu'il n'y ait pas de surprise, qu'on ne se dise pas au premier jour de tournage, deuxième, cinquième jour, zut, on n'a pas de chapeau, on n'a pas ce qu'il faut. Donc ça, je passe beaucoup de temps avec eux pour m'assurer que tout fonctionne. Et on a aussi ce qu'on appelle des lectures techniques, une ou plusieurs lectures techniques avec le réalisateur. Ça, c'est un moment qui est vraiment passionnant, c'est pendant la prépa. Donc on se rassemble tous. Donc généralement, il y a donc le réalisateur, sa première assistante et parfois la deuxième. Il y a la script, il y a l'ingé son, il y a le chef déco, son assistant, il y a chef maquilleur, chef coiffure. Et on va lire le scénario tous ensemble
et on va s'arrêter séquence par séquence pour dire, bon bah voilà, pour telle séquence, on a besoin de ça. C'est le réalisateur, il dit, bah je voudrais qu'il se passe ça, donc je voudrais que tel comédien ait telle coiffure, tel costume, et voilà, on fait cette lecture du scénario, donc c'est la lecture technique, et c'est un moment très, très important, parce que ça nous permet d'être sûr qu'on est bien d'accord, et qu'au moment où on va tourner, ça va fonctionner. Donc ça, c'est voilà, un moment important. Ensuite, je vous parlais de ces essais caméra, donc ça c'est à la fin de la prépa, donc les essais caméra, c'est pour être sûr que ce qu'on a imaginé fonctionne euh, à l'écran, parce que si ça ne fonctionne pas, grâce à ces essais, on peut modifier, mais une fois qu'on a commencé à tourner, on ne peut plus modifier. Donc ces essais sont très précieux. On fait en sorte que tout fonctionne. Et on fait des modifications. Donc après les essais caméra, il y a une projection des essais filmés, donc des essais caméra. Donc on se réunit tous, la même équipe que je citais tout à l'heure pour la lecture. On se réunit tous dans une salle de projection. On assiste aux projections et voilà, et on réagit. On dit bon bah là ça marche pas. Et ensuite vient le premier jour de tournage. Et le premier jour de tournage, ensuite, c'est lancé. Donc une journée de tournage type, c'est on commence alors, ce qu'on appelle au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, on commence souvent très tôt. C'est souvent le département qui commence le plus tôt parce qu'on arrive avant tout le monde pour s'assurer que tout est en place. Que tous les costumes sont là, sont prêts, sont nettoyés, sont repassés, sont en état de tournée. Ensuite arrivent les comédiens. On commence à les habiller. Alors parfois, l'habillage, le maquillage et la coiffure se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on commence à mettre la première base aux comédiens. Donc c'est généralement les sous-vêtements, tout ce qui va, voilà, t-shirt, pantalon, voilà, t-shirt, robe, voilà. Et ensuite ils passent au maquillage, coiffure. Et ils reviennent à l'habillage une fois qu'ils sont maquillés, coiffure, pour mettre les dernières couches, les vestes, les manteaux. Voilà. Et ça peut durer jusqu'à 2 heures. Il y a ça au rôle et il y a ça à la figuration. Donc moi, je passe sans arrêt des rôles à la figuration pour m'assurer que cette préparation fonctionne et qu'on va être capable de livrer à temps les costumes et surtout les personnages habillés. Donc ça dure entre 1 à 2 heures. Ensuite, on va tous sur le plateau et on lance le tournage. Donc là, moi, je suis toujours là au début, le matin. Je suis présent quand ça démarre. Parce que c'est le moment où on peut se rendre compte qu'il manque quelque chose et il peut y avoir des demandes, de nouvelles demandes de la mise en scène. Et je suis là pour échanger avec la mise en scène. Donc souvent c'est avec le premier assistant ou la deuxième assistante, et parfois avec le réalisateur quand il y a des vraies demandes très spécifiques auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Dans ces cas-là, j'ai aussi ce moment d'échange avec la mise en scène et la réalisation. Ensuite je lance le plateau et là c'est parti. Tout va bien, ça fonctionne. Je peux retourner à l'arrière, ce qu'on appelle l'arrière, c'est-à-dire que je ne passe pas mes journées sur le plateau. Je ne suis pas toute la journée sur le plateau. Ça, c'est vraiment le rôle des habilleurs et des habilleuses. Une fois que c'est lancé, que le plateau est lancé, je retourne à l'arrière et je m'assure que les journées qui suivent, elles sont prêtes. Donc je prépare les journées qui suivent. Je prépare les journées qui suivent avec l'équipe figuration et avec l'équipe rôle. Quelle a été pour toi la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un tournage ou sur un projet en général ? Alors c'est compliqué à dire parce qu'il y a quelque chose qu'on a, qui est un peu tacite dans le cinéma, c'est qu'à la fin d'un projet, on ne se souvient un peu que des bons souvenirs et on oublie un peu les moments difficiles, les moments où on dit mince, on ne va pas y arriver. On garde que les bons souvenirs. Mais en fait, sur chaque projet, il y a des défis, quoi. Il y a des demandes, il y a de nouvelles demandes, il y a des problématiques. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en tête en ce moment ? Je vais peut-être reparler, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé de ce film que j'ai fait en Guyane. Alors c'était plutôt en teinture patine, mais bon, globalement, finalement, c'était tellement particulier ce tournage qu'on bossait un peu tous, je me suis retrouvé à faire de l'habillage et tout ça. Alors on a tourné, pour tourner la jungle vietnamienne, on est allé en Guyane. Tu parles de Astérix Obélix ? Non, là c'est un film qui s'appelle Les Derniers Hommes, un film de David Holofen, qui va sortir au printemps. Donc c'est l'histoire de soldats qui sont dans la jungle et qui sont poursuivis par les soldats japonais. Donc pour tourner la jungle, on a tourné en Guyane, dans la forêt amazonienne, à une saison où il ne devait normalement pas trop pleuvoir, et en fait il a plu, mais des quantités astronomiques d'eau. Mais c'était vraiment mais impressionnant. C'était des trompes d'eau et des trompes d'eau qu'on se prenait sur la tête. Et on avait prévu, c'est le cas de figure que je parlais tout à l'heure, tous nos comédiens avaient qu'un seul costume, et ce costume était multiplié pour pouvoir avoir cette continuité et faire en sorte que ça fonctionne. Et premier jour de tournage, on avait pris
tellement l'eau sur la tête, tellement l'eau sur la tête que tous les accessoires, ils avaient dégorgé, les fusils, on avait eu des traces, des taches de métaux, des taches de fusils, des taches de... Voilà. Et donc en fin de première journée, on se retrouve avec des costumes dans un état. Pour nous, ils étaient plus capables de tourner. Donc en une journée de tournage, on se dit, bon mince, on a une première série de costumes qui est flinguée, quoi, qu'on ne peut pas utiliser tout de suite. Donc voilà, et ça a duré toute la semaine. C'est-à-dire toute la semaine, il repleuvait. Donc le soir, on rentrait, il fallait remettre en état les costumes, les laver, les relaver, essayer de cacher les tâches, de camoufler les tâches. On tournait dans l'eau, on avait de l'eau mais jusqu'à la taille. Voilà. Ça, c'est un vrai challenge. Ça a été un vrai challenge pour toute l'équipe costume. On avait 20 minutes de marche avant d'arriver sur le plateau dans la forêt, dans les ruisseaux, on traversait les ruisseaux, voilà. À porter des pardas, des costumes de militaires, voilà, c'était énorme, quoi. Ça a été un gros défi, mais c'est un défi voilà, particulier. Mais après, Astérix, ça a été un énorme défi parce qu'on a eu le confinement en plein milieu. Au départ, on devait tourner en Chine et puis tout d'un coup, tout a changé. Voilà, donc confinement, le film est coupé et puis il a fallu redémarrer en tournant. En France, on a tout tourné en France et on a eu aussi beaucoup de problèmes météorologiques. Je me rends compte que les problèmes météorologiques qu'on a ont de gros impacts sur les costumes parce qu'effectivement quand il pleut tout le temps, que les comédiens, les figurants ils se prennent l'eau sur la tête en permanence, qu'ils ont froid, là on est là aussi pour ça, on est là pour faire en sorte que les comédiens n'aient pas froid, pour les sécher, voilà. Ça c'est des gros défis. Les problématiques météorologiques sont de gros défis. Et en plus du coup c'est des défis que tu peux pas maîtriser. Exactement. On peut les anticiper. Ouais, c'est vrai. Voilà. Essayer de les anticiper. Pour toi, quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail ? C'est toujours des moments d'équipe. C'est des moments où on se rend compte que ça fonctionne, qu'on est tous d'accord, qu'on s'entend bien, que ça marche, qu'avec la mise en scène ça marche. Je sais pas, sur Astérix, quand on se retrouve avec des scènes de soldats où on a 300 soldats romains, chinois, qu'il y a des chorégraphies impressionnantes, que tous nos figurants ils sont censés courir avec leurs armées, leurs armes, et qu'on voit qu'on est là derrière le combo, ce qu'on appelle le combo, le petit écran, et qu'on voit tout ça se concrétiser, tout ce travail des mois et des mois de travail qui se concrétise derrière un petit écran. On dit ouais, ça marche, quoi, visuellement ça marche, c'est impressionnant. Après il y a les projections équipes, les moments où donc c'est une projection qu'on se fait vraiment avec uniquement l'équipe de tournage, et donc c'est la première fois qu'on voit le film monter et qu'on se dit en fait ça fonctionne, quoi. Ça c'est des moments hyper enthousiasmants, et surtout on est ensemble. Ces projections équipes, c'est des moments super importants et intéressants parce que après des mois, donc il y a eu des mois de tournage, ensuite il y a toute la post-production, il peut y avoir jusqu'à 1 an ou 2 ans de post-production. Donc entre-temps on tourne d'autres films, il se passe d'autres choses, on a l'impression que c'est derrière nous, et puis tout d'un coup on reçoit un mail avec voilà, vous êtes conviés à une projection équipe. On dit, ah oui c'est vrai, je l'avais pas encore vu ce film, et puis on se rassemble tous, on se retrouve tous, et on voit que ça fonctionne, et là c'est super, quoi. C'est des moments hyper intéressants. Toujours des moments ensemble, j'ai l'impression que c'est toujours des moments où on est ensemble et où ça marche, quoi. C'est bien. J'ai l'impression que c'est aussi ce qui compte dans les métiers en général, dans le ciné, vu que c'est vraiment toute une espèce de petite société. Ouais. C'est vraiment beaucoup d'humains. Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Moi je pense que c'est tous les... bien sûr je vais parler des métiers du costume, c'est tous les métiers de l'ombre. Donc là je pense qu'il faut parler des habilleurs et des habilleuses qui sont tellement importants. Donc voilà, habilleurs, habilleuses, couturier, ce serait super, chef d'atelier, ce serait super, voilà, parce qu'on voilà. métier de fabrication et métier d'ombre du costume. Ok, ça marche, super, très bien. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.